Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et dans un autre style, notre invitée politique de la matinale, Gladys Grelot, elle est conseillère régionale de Bretagne dans le groupe communiste. Elle est avec nous ce matin en direct au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, après la chronique de Christophe Hamon, c'est dur de redescendre sur Terre, mais nous allons parler de sujets politiques, de sujets sérieux. J'avais envie de vous entendre ce matin sur justement ce fameux procès, ce qu'on a appelé le procès Le Pen finalement, et ce réquisitoire très sévère à l'endroit de la présidente, enfin de l'ex-présidente du Rassemblement National. Qu'est-ce que ça vous appelle, qu'est-ce que ça appelle comme commentaire de votre part? Un commentaire, la justice fait son travail, on la respecte. Je suis pas sûre que ce soit une question d'être sévère ou non. C'est un énorme détournement d'argent public qui a été réalisé par le Rassemblement National. Et en effet, la justice fait son travail en dénonçant et en rendant coupable ces faits. Avec quand même, on voit plusieurs observateurs qui disent voilà, Marine Le Pen risque de ne pas être éligible pour, en tout cas 2027 et pour la présidentielle. Si Jordan Bardella y va demain, comme l'on dit un peu, de façon un peu triviale, est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, la France se retrouve avec un président du Rassemblement National? Alors, la question est vaste. La question est vaste et nous sommes en 2024. Et je crois que le Rassemblement National fait ce qu'il a à faire, surtout en ce moment avec ses nombreux députés à l'Assemblée nationale et qui soutiennent le projet de loi de finances qui est porté par la droite et le centre avec le gouvernement Barnier. Et c'est cela qui m'intéresse aujourd'hui. Alors justement, vous me donnez une transition très facile à Gladys Grelot. Le budget qui pourrait être voté, en tout cas si l'on en croit ce qu'a déclaré Michel Barnier dans un entretien accordé à nos confrères de Ouest France, il n'exclut pas de passer par le 49.3 pour adopter ce projet de loi de finances. J'allais presque dire tout ça pour ça. Michel Barnier, c'est le Premier ministre qui est issu de l'organisation politique qui est arrivée 5e aux élections législatives. Et donc, évidemment que cette personne est chahutée, ce gouvernement est chahuté, parce que les urnes et le peuple n'ont pas été respectés. Et en effet, il va utiliser le 49.3. Peut-être sur le fond, c'est quand même des économies de 50 milliards. 50 milliards sur le budget de l'État, qui concernent des compétences extrêmement importantes. Je pense à la question de la santé. Sur la question de la santé, c'est 5 milliards d'économies. Et en revenant un peu les pieds dans la glaise et en Bretagne, c'est de nombreux hôpitaux de proximité qui sont déjà touchés et qui vont être encore plus durement touchés. On pense à Carhaix. Je pense à Carhaix. Et moi, étant de Landerneau, je pense aussi à la maternité de Landerneau. Je pense au rythme effréné des infirmières, des aides-soignantes qui sont dans ces hôpitaux, où on a augmenté les heures de garde pour pouvoir tenir, mais on a rarement envie d'être le patient de la 11e heure, puisqu'elles sont passées de 8 heures à 11 heures de garde. Donc, je pense que la réalité sur le terrain de ces coupes franches d'économie, vont être durement vécus par les Bretonnes et les Bretons dans leur chair et quand ils seront en grande fragilité. Et je pense que c'est important de le souligner. Alors, il y a les départements. Alors, je disais en commençant, vous êtes conseillère régionale, mais voilà, on demande aux collectivités, y compris aux régions d'ailleurs, de faire des efforts, 5 milliards d'économies auprès des collectivités. Et ça ne passe pas, elles sont réunies, les collectivités, en tout cas les départements à Angers. Le Premier ministre va aller les rencontrer, les présidents, les présidentes de départements, pour essayer d'expliquer ces économies. Seulement, voilà, plusieurs présidentes, plusieurs présidents de département ont dit voilà, ça ne passe pas, nous on va aussi peut-être faire une forme de de protestation, par exemple en décidant de ne pas verser l'allocation du RSA
pour certains départements de droite qui ont décidé de procéder à ce non-versement en protestation. D'autres départements, on a vu les alertes du président du département d'Ille-et-Vilaine ou des Côtes-d'Armor plus près de nous, qui disent voilà, si ça continue, la corde va casser, on ne pourra pas avoir un budget à l'équilibre. C'est très grave le fait que les collectivités ne puissent plus assurer leur mission. Depuis 7 ans, c'est la première fois où on a un banquier à la tête de l'État, Emmanuel Macron, et qui a réussi à ruiner la France. C'est quand même un petit peu embêtant. Et donc, on en paye les pots cassés. Et comme je rappelle, en ce qui concerne les collectivités territoriales, nous avons à voter des budgets à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État. Et aujourd'hui, on nous demande de payer ce qu'Emmanuel Macron et l'ensemble de ses gouvernements depuis 7 ans n'ont pas réussi à faire. Alors, je vais parler en ce qui concerne la région Bretagne. On demande une économie de 56 millions d'euros. Très concrètement, et je remets ça vraiment sur la réalité locale et le vécu des services publics sur le territoire, c'est l'arrêt pendant 4 mois du réseau TER breton. C'est 1 an de fermeture de l'ensemble des lycées de Bretagne. La réalité, c'est que ces milliards dont on parle, millions comme ça, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça... Il y a une réalité de terrain, finalement. Il y a une réalité de terrain. Et d'un autre côté, nous, au Conseil régional, avec Loïc Chenet-Girard dans la majorité de gauche à laquelle j'appartiens, on défend un développement des services publics, qui est une politique de gauche, pour mieux répartir les richesses et pour pouvoir que chacun puisse se déplacer. En tout cas, la compétence mobilité est la nôtre. On souhaite augmenter de 30% le cadencement des trains pour la fin du mandat, avec un budget qui était à l'équilibre que nous portons. Et on se retrouve dans des situations inextricables. Et c'est bien les Bretonnes et les Bretons qui vont à l'hôpital, dans leur gare routière et ferroviaire, ne plus avoir les services demain, grâce au gouvernement aujourd'hui. Avec là aussi des alertes justement à propos de ces services publics, des alertes qui sont lancées par les électeurs, alors plus largement en France, mais aussi en Bretagne. On l'a vu lors des dernières élections, le Rassemblement national, j'y reviens, mais a fait une forte percée. Il y a une attente sociale, une envie un petit peu de bousculer le paysage politique. Est-ce qu'on, j'allais presque dire, est-ce qu'on ne vit pas dangereusement finalement avec ce type de politique ? Je crois que souvent, alors j'ai été en l'occurrence candidate pour les législatives sur la 5e circonscription du Finistère. Les politiques, ou en tout cas les politiciens, souvent des hommes d'ailleurs, ont tendance à brouiller les cartes. Et je crois que la différence entre une politique de gauche et une politique de droite et d'extrême droite est claire. Nous portons à gauche et au Parti communiste particulièrement une répartition des richesses, un développement des services publics pour que tout le monde puisse avoir accès à la santé, à la mobilité, et pas uniquement ceux qui peuvent se le permettre. Et c'est bien le message de la gauche. Et le message de la droite est la concentration des richesses dans les mains de quelques-uns, ainsi qu'à l'extrême droite. En revanche, dans le message et dans les mots qu'ils utilisent au quotidien, ils disent « on va faire plus, on va faire plus, on va faire plus », et puis finalement, ils vous disent après « ah ben non, moins 40 milliards ». Bon, et moins 40 milliards pour la majorité. Et quand on propose, les groupes des députés communistes et du Nouveau Front Populaire proposent des taxes fiscales uniquement sur les plus riches et sur le plus long terme qui sont proposées, c'est refusé aujourd'hui. Les recettes qui avaient été proposées avec un certain nombre d'amendements de la gauche ont été refusées par la droite et l'extrême droite. Donc, l'extrême droite est déjà au gouvernement avec Michel Barnier. Je pense que c'est important de rappeler ces grands blocs. Avec le risque du 49.3 et d'une motion de censure, derrière, on imagine bien que les forces de gauche ne vont pas en rester là. Ça voudrait dire on repart à zéro, si vous me permettez d'être un peu trivial. Je ne sais pas si c'est repartir à zéro. Je crois que c'est le discrédit aussi de la voie politique et de ce qu'on peut porter. Et je reviens à ces législatives extrêmement rapides qu'on a eues en juin. Et quand j'étais sur les marchés, mais pas seulement, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller sur le marché, mais les gens se sentent extrêmement abandonnés.
et dans une détresse sociale et je dirais même presque psychologique à certains égards. Et parce que justement la cohésion sociale et les services publics qui participent à ça, le réseau associatif qu'on a de manière importante en Bretagne, les radios associatives qui permettent de porter un peu cette cohésion, s'effritent parce qu'on les déshabille aujourd'hui avec cette politique de droite, en effet. Avec aussi le risque de creuser plus encore le fossé entre les électeurs, ou en tout cas les citoyens, et le monde politique. Et là aussi, on a l'impression que la démocratie peut vaciller à tout moment. Il y a un sentiment d'injustice sociale et un sentiment d'injustice fiscale, on en a déjà parlé. Je pense à ce qui se passe en ce moment à Vannes, chez les Michelin, avec une entreprise Michelin qui aujourd'hui fait des bénéfices, qui reçoit énormément de subventions de la part de l'État, sans aucune contrepartie, et qui supprime des emplois, des vies de familles, qui, d'un trait de plume, parce que ça n'est pas assez rentable, en tout cas, on ne rapporte pas assez aux actionnaires. C'est-à-dire que la boîte fonctionne, les gars font bien leur taf, et on supprime la boîte. Donc, en effet, il y a un sentiment d'injustice, et en plus, l'État leur dit, non, mais on vous donne en plus de l'argent et des subventions. Donc, c'est pas possible, et c'est pas entendable. Et je pense que le message qu'il faut qu'on puisse porter, c'est qu'il faut interdire ces licenciements boursiers, réinvestir dans l'industrie. Ces travailleurs ont un savoir-faire, ces ingénieurs ont un savoir-faire, ces ouvriers. Il faut qu'on capitalise là-dessus et qu'on puisse porter une véritable industrie et qui porte à l'ensemble des Français, notamment sur la question de l'industrie automobile, par exemple, en l'occurrence. Voilà, qui est sinistré, on le voit aujourd'hui. Est-ce qu'il faut repenser aussi les aides publiques, hein? Vous faisiez référence aux aides de l'État. Il y a aussi parfois des aides locales ou régionales. Est-ce qu'il faut repenser ces aides? Est-ce qu'il faut mettre des critères peut-être un peu plus sévères pour attribuer des aides à des grandes entreprises pour être sûr qu'elles restent sur le territoire, qu'elles ne vont pas, une fois l'aide touchée, délocaliser? C'est la base, en fait. À partir du moment où on donne de l'argent à une entreprise, il faut forcément qu'elle puisse rendre compte de l'utilité. Ce qu'il faut savoir, par exemple, sur Michelin, en 2023, 50 millions d'aides accordées. 50 millions d'aides accordées, ça représente à peu près 2100 € par salarié de chez Michelin. C'est considérable. Donc, pourquoi? Encore une fois, c'est incompréhensible et je pense que c'est vraiment ce monde-là à courir après du bénéfice qui n'apporte pas aux gens, mais seulement à l'argent. Ça fait que les habitants et les travailleurs ne s'y retrouvent plus. Alors on a aussi une grande réflexion aujourd'hui entre les métropoles et la campagne. C'est la grande réflexion qui est portée un petit peu partout. Et puis aussi on le voit dans une forme de fracture. Là aussi ça nous ramène encore peut-être au résultat des élections législatives. Une forme de fracture entre les villes et les campagnes. Les campagnes qui se sentent délaissées. Vous faisiez référence tout à l'heure aux services publics qui disparaissent, que ce soit la gare qui ferme ou la poste qui ferme, des services utiles. Est-ce qu'il y a une fracture aujourd'hui? Je fais un peu référence aussi à votre tribune que vous avez publiée dans le Télégramme, Rassembler la Bretagne des bourgs et la Bretagne des tours. Est-ce qu'aujourd'hui, on a deux Bretagnes finalement, celle des grandes villes, des grandes métropoles, et celle du centre-Bretagne par exemple? Je me fais un peu provocateur. Non, mais vous avez raison. Il s'avère que je suis conseillère régionale déléguée à la politique de la ville et donc les 31 quartiers des politiques de la ville qui existent en Bretagne, je les connais bien. Et on a tendance à réduire aussi la méconnaissance des politiques et de ce qu'on peut en dire de ces quartiers, de résumer au quartier de Brest et au quartier de Rennes. En l'occurrence, il y a des quartiers prioritaires à Guingamp, il y a des quartiers prioritaires à Lannion, il y en avait à Ploufragan aussi. Dans des villes moyennes et Concarneau. Ce qui est le point commun entre les quartiers prioritaires de ces villes moyennes, de ces communes,
Et de ce que je peux voir à Landerneau et dans les communes qui sont autour sur mon territoire, c'est une détresse financière, des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui ont encore une fois un effritement de leurs services publics et qui font qu'ils n'ont plus accès à rien. Quand vous êtes au SMIC et que vous avez des loyers qui sont à 700 ou 800 euros, c'est intenable. Et on essaye de nous faire une opposition factice entre des personnes qui vivent dans des tours et dans les campagnes, mais c'est complètement artificiel. La réalité, c'est que les salaires sont aussi bas dans les tours comme à la campagne et que les gens n'arrivent pas à vivre et à aller faire leurs courses le samedi matin avec leurs gamins. Le sujet, il est là et c'est vraiment un sujet. Aujourd'hui, le travail ne paye plus. Les gens ont besoin de travailler, de pouvoir subvenir à leurs besoins, d'avoir des cotisations sociales qui permettraient d'augmenter le budget de l'État pour pouvoir avoir une véritable sécurité sociale et des services publics accessibles en ville comme à la campagne. Avec justement cette fracture qui est dénoncée, là encore dans les urnes, là aussi il y a un danger politique, il faut arrêter la politique des promesses, mais être vraiment sur la politique de terrain et sur la politique du faire et non pas du penser. Ah oui, des mots, mais surtout des actes, parce qu'on entend beaucoup de mots au niveau national aujourd'hui, qui ne sont pas de ma couleur politique, hein, encore une fois, qui sont de droite, et qui disent beaucoup de choses et font l'inverse de ce qu'ils disent, en l'occurrence dans ce projet de loi de finances. En ce qui concerne les collectivités dans lesquelles nous sommes à la majorité, et en tout cas à la région Bretagne, nous portons le développement des services publics, la question de la rénovation des lycées, par exemple, le bien manger dans les cantines. On travaille avec, on parle des pêcheurs, on parlait des agriculteurs tout à l'heure. On travaille avec les pêcheurs et les agriculteurs locaux. Je pense aux ostréiculteurs et aux mytiliculteurs et pêcheurs de l'Octudie, que je connais très bien, qui souhaitent que leurs poissons aillent directement dans les cantines et dans l'assiette des lycées. Et c'est ce travail-là que nous faisons avec le local et que nous portons en développant le service à la population. C'est pour ça qu'on a été élus. Alors avec évidemment l'agriculture, et on y vient, les agriculteurs sont en colère aujourd'hui, des manifestations sont prévues, la colère ne retombe pas, il y a cet accord de libre-échange, le fameux Mercosur, avec les pays d'Amérique latine en particulier, qui n'ont pas les mêmes normes de production que les agriculteurs français, les agriculteurs bretons. On va faire un peu de chauvinisme ce matin. Est-ce que là encore on fait fausse route au niveau européen, au niveau français, si on signe cet accord? Est-ce que c'est, finalement, on a entendu des agriculteurs dire, si l'accord est signé, c'est notre mort, on disparaît. Est-ce que justement le système de la production qui est plus local, qui est plus sur du circuit court, n'est pas la solution à la crise? Ce sont des accords financiers et qui ne respectent pas les peuples, ni d'Amérique latine, ni chez nous. La question de l'agriculture, elle est assez claire et en effet, le combat des agriculteurs et pour le coup, celui de la pêche que je connais bien, je rencontrais un mytiliculteur qui fait des moules à l'Octudie et qui me disait, aujourd'hui, les moules qui sont sur les pizzas à l'Octudie dans les restaurants viennent d'Amérique latine. Et moi, je n'arrive pas à vendre mes moules. Le sujet, on ne peut pas travailler uniquement en pensant impact financier et relations financières. Il faut qu'on puisse penser aux personnes qui vivent sur nos territoires en extrême proximité. Et il y a un sujet qu'on oublie là-dedans, c'est la question de l'écologie. Alors j'allais y venir justement, l'écologie, mais vous me devancez, c'est très bien. La question de l'écologie, on nous dit ah bah oui, on va faire venir les poulets d'Amérique latine. Donc on va faire les poulets en Amérique latine qui ne respectent pas les normes écologiques que nous avons en Europe, par des bateaux qui polluent, et les gars qui sont là pour faire du poulet en Bretagne, ils vont se croiser les bras et pleurer parce qu'ils n'ont plus de boulot. Il y a un moment, il y a une incohérence. Il faut qu'on puisse avoir de l'écologie qu'on fait avec les gens et en proximité. Le circuit court, les agriculteurs, ils souhaitent nourrir. Mmh. Et nous, on veut manger. Bah, ça tombe bien, on est à côté. Et donc, il va falloir qu'on travaille ensemble et qu'on porte ces modèles qui sont alternatifs et qui ne sont pas portés par la majorité de droite, comme le CETA, qui aussi avait été porté avec le Canada. Et il faut penser au peuple,
aux habitants avant de penser à l'argent. Et c'est vraiment ce message-là qui est important de passer et de remettre les équilibres et que les gens comprennent bien ces grands enjeux. Alors sur l'environnement, c'est vrai que la Bretagne est souvent pointée du doigt. On parle beaucoup des algues vertes, même ici à ce micro. Comment arriver à discuter avec le monde agricole et à la fois bâtir un projet pour l'environnement ? Dans la question pour moi, on ne peut pas séparer la question de la rémunération de l'agriculteur à la question du prix au consommateur et de celui qui transforme, et je pense à l'industrie agroalimentaire, de l'ensemble des travailleurs. On est à 75 000 emplois, 75 000 travailleurs en Bretagne qui travaillent dans ces abattoirs, dans ces transformations d'aliments, etc. L'enjeu pour nous, c'est qu'on puisse avoir un revenu, une rémunération qui soit honnête pour les agriculteurs locaux, qu'on puisse travailler avec les transformateurs locaux et qui puissent servir les consommateurs et les Bretonnes et Bretons. Et l'enjeu, c'est vraiment qu'on puisse faire avancer progressivement les industries et les modalités agricoles, mais en les accompagnant et pas en les laissant mourir en disant « Ah bah oui, mais vous n'avez pas respecté la concurrence internationale et on vous laisse sur le bord de la route. » C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ah bah non, et Michelin, c'est ça. Ah bah non, vous respectez pas la concurrence, donc c'est ne absolument pas considérer le travail, le savoir-faire qu'on a en Bretagne sur les différents bouts de la chaîne, et il faut qu'on puisse le voir de manière globale. Alors j'avais envie d'aborder un sujet qui est toujours un peu compliqué à aborder, c'est l'immigration aujourd'hui. Vous m'en donnez l'occasion car on parle de main-d'œuvre. On sait que dans l'industrie agroalimentaire en Bretagne, on a beaucoup de main-d'œuvre d'origine étrangère qui fait le travail parfois que les Bretons ne veulent pas faire, ou les Français plus largement. Et pourtant, on entend beaucoup de choses sur l'immigration aujourd'hui. Fermer les frontières, revoir l'immigration, voilà. On a beaucoup de théories qui s'affrontent, qui se télescopent parfois. Or, on s'aperçoit souvent que dans la restauration, par exemple, et c'est beaucoup de restauration en Bretagne, les patrons se plaignent en disant ben voilà, moi je veux bien prendre de la main-d'œuvre étrangère, mais lorsque j'ai un ouvrier étranger, on me le renvoie parce qu'il est au QTF ou quoi que ce soit. Et celui-là aussi, s'il y a une énième loi immigration, il faudra peser dans la balance pour essayer eh bien justement de peut-être garder des équilibres sur ceux qui rentrent et qui travaillent et qui apportent une richesse au territoire. Je crois qu'il y a des visions qui sont très populistes et qui sont portées par les politiciens et dont je ne suis pas sur la question de l'immigration. Effectivement, en Bretagne, dans l'agroalimentaire et dans les champs, on a un certain nombre de personnes qui sont là et qui travaillent et qui apportent et qui créent de la richesse au même titre que les travailleurs de l'agroalimentaire qui sont en Bretagne. Et ce qui se passe, c'est que ça arrange bien aussi un certain nombre d'avoir des personnes qui sont en situation irrégulière pour minorer leur salaire, avoir des conditions d'encadrement en fait qui sont différents pour les salaires des personnes étrangères et qui arrangent les patrons. Et donc l'enjeu, c'est qu'on puisse qui permettent de garder le salaire des ouvriers français le plus bas possible. Donc ça tire vers le bas. L'enjeu, c'est qu'on ait une ressource et que l'ensemble des personnes puissent travailler, qu'on puisse faire tourner des entreprises, et on a besoin d'avoir cette main-d'œuvre. J'entendais ce matin en venant qu'il y a de moins en moins d'enfants et la natalité est en baisse. Donc ne soyons pas dogmatiques sur la situation. On a besoin d'avoir, et ce qui est déjà le cas aujourd'hui, dans l'ensemble des industries agroalimentaires de Bretagne, faisons voir par le haut, augmentons les salaires, portons des volontés salariales et pour que chacun puisse avoir des papiers et vivre sur nos territoires sereinement. Vivre sur le territoire, c'est aussi se loger. C'est un des grands sujets. Alors, pas seulement en Bretagne, mais là encore, on est très frappé de voir qu'il y a beaucoup de résidences secondaires. On en a beaucoup parlé au micro de Bretagne 5. J'avais envie de vous entendre là-dessus. Les Bretons, aujourd'hui, ne peuvent plus ou pas bien se loger. Est-ce que il faudra un petit peu plus de décentralisation, que la Bretagne ait son mot à dire sur ces questions de logement ? On peut avoir notre mot à dire, mais si on n'a pas d'argent pour construire du logement, on ne fera pas grand-chose. De mon point de vue,
Aujourd'hui, on a les gens qui ont les moyens de pouvoir accéder à un logement, les gens qui ont les moyens de devenir propriétaires bailleurs et louer des logements ou faire du Airbnb, et puis tous les autres, c'est-à-dire la très grande majorité avec des salaires qui sont moyens très bas en Bretagne, et on le sait. En tout cas, la proposition qu'on peut faire, qui va s'accentuer aussi avec l'absence d'étalement urbain et la construction qui pourra moins se faire sur les terres non construites aujourd'hui en Bretagne, c'est la question du foncier. On a du foncier privé, du foncier public. Si on n'arrive pas à sanctuariser du foncier public pour pouvoir construire du logement public, qu'on puisse faire de l'accession abordable pour les ménages, il faut qu'on puisse avoir du terrain public, le conserver, mais pour ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent public qui puisse être investi sur le territoire et avoir une vraie possibilité de construction. Aujourd'hui, un propriétaire privé, un investisseur, n'est pas là pour loger les gens qui n'ont pas les moyens au salaire, au loyer qu'il fait. Et donc, c'est bien à l'administration de pouvoir porter la construction de logements en tout point du territoire. Il faut encadrer les locations type Airbnb, résidences secondaires qu'on loue à la saison, parce que finalement, ça enlève des logements pérennes pour des jeunes ménages ou des gens qui travaillent. Je suis référente de territoire en tant que conseillère régionale sur la presqu'île de Crozon. Sur la presqu'île de Crozon aujourd'hui, il y a des Airbnb. Certaines fois, en effet, des propriétaires qui ont une petite maison, qui ont un Airbnb qui font en location. Sauf que l'ensemble des gens qui travaillent dans la restauration et dans le tourisme sur ce secteur-là ont absolument aucune possibilité de se loger. Si on ne fait pas de régulation, si on ne dit pas, ok, un Airbnb, mais pas 2, pas 3, pas 4, parce que ce qu'il faut voir aussi derrière, c'est les personnes qui nettoient les Airbnb, qui n'ont pas vraiment de contrat, qui ne sont pas salariés. C'est aussi tout ce travail au noir qui se développe de manière importante, sans couverture sociale, dans des conditions salariales extrêmement dégradées. La régulation, c'est ce que peut faire l'État. C'est une possibilité, ça tombe pas du ciel. Le Parti communiste est bien au fait de ces affaires-là, puisque c'est nous qui avons proposé la règle des 30% de logements sociaux dans les zones les plus tendues il y a quelques années. Et donc, il faut porter cette régulation sur l'ensemble du territoire. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est une impérieuse nécessité. Et nous avons le pouvoir de le faire en tant que politique. Alors le pouvoir, c'est l'argent. Là aussi, on revient un petit peu au sujet du début. Il nous reste une petite poignée de minutes. L'argent aujourd'hui, la décentralisation pourrait permettre peut-être aux régions de pouvoir mieux gérer certains dossiers au plus près du terrain. En tout cas, c'est réclamé par des élus, mais aussi par les citoyens bretons. Est-ce que il faudra une autre loi de décentralisation pour donner plus de pouvoir, par exemple, aux régions, mais aussi des moyens qui vont avec? Qu'on nous redonne les 56 millions d'euros qu'on nous enlève cette année et qui fera qu'on sera obligé de moins investir dans les travaux publics, et des entreprises aussi de Bretagne qui n'auront plus de marché public parce que, ne l'oublions pas, les collectivités locales, les communes font des travaux, les trams, les écoles, c'est des plaquistes, c'est des entreprises de travaux publics qui ont besoin d'avoir de l'emploi pour pouvoir faire tourner aussi leurs boutiques. Voilà, donc on va suivre attentivement le dossier. Ce matin, nous étions avec Gladys Grelot, elle est conseillère régionale de Bretagne dans le groupe communiste, avec beaucoup de dossiers à traiter. Vous reviendrez évidemment sur l'antenne de Bretagne 5, où on essaie de donner la parole aux femmes politiques. Elles ne viennent pas toutes, mais certaines viennent. Voilà, la preuve en est faite. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.